Donc, c'est avec grand plaisir que j'accueille. Je vous introduis là. Benjamin Besse et Pernelle Lavaux qui vont nous présenter les actualités en cancer thoracique de ASCO 2025. Tu es prêt maintenant? Tu es prête? Qui est-ce qui veut commencer? Benjamin, à toi. Merci Alex. Bonjour à tous. Alors, cancérologie thoracique, on va commencer par le néoadjuvant qui est pour l'immunothérapie, ce qui a représenté la grande avancée. Maintenant, chimio-immunothérapie est un standard pour les stades 2 et 3 opérables. On a 6 essais. Un essai de néoadjuvant pur qui est Checkmate 816 et 5 autres essais de périopératoire, c'est-à-dire qu'on donne 3 à 4 cycles de chimio-immuno-néoadj et ensuite on donne entre 9 mois, 6 mois pour un essai et 12 mois d'immunothérapie. On ne sait pas si la composante adjuvante est importante. Ce qu'on sait, c'est que ces essais ont mené à des enregistrements. En France, on a accès uniquement au schéma néoadjuvant si PDL1 est supérieur ou égal à 1%. On avait un résultat intéressant d'essai, enfin 2 résultats intéressants d'essais périopératoires avec un bénéfice en PFS, et ça c'est très homogène, le hazard ratio est toujours à 0,6. Et on avait 2 essais de périop qui disaient bénéfice en survie avec hazard ratio à 0,72. Présentation à l'ASCO de la survie globale de Checkmate 816, le seul essai qui est néoadjuvant uniquement et hazard ratio 0,72, exactement comme les autres. Alors, ça ne nous dit pas si on doit faire ou pas l'année d'immuno-adjuvante. En tout cas, ça nous dit que le bénéfice est probablement assez comparable. Et on n'aura pas de réponse a priori sur l'intérêt de cette année d'adjuvant. Les données que l'on attendrait, c'est mon patient a eu 3-4 cycles de chimio-immuno pré-op, il est MRD positif en post-op, c'est-à-dire on retrouve de l'ADN tumoral circulant. Est-ce qu'en donnant l'année supplémentaire d'immuno, je négative cet ADN tumoral circulant? Là, ce serait l'argument ultime pour nous convaincre. Sinon, on sera très confortable de rester sur les 3 cycles de chimio-immuno. Et puis, des nouveautés côté TKI. Les inhibiteurs de GFR, l'osimertinib en particulier, sont standards en métastatique, maintenant en adjuvant. Et la question était l'apport dans le néoadjuvant. Alors, on a des toutes petites cohortes de à peu près 20-25 patients qui montrent que quand on donne 2 mois d'osimertinib néoadjuvant chez des patients dont la tumeur est mutée EGFR, le taux de réponse est extrêmement décevant. On a des taux de réponse complètes entre 0 et 4%. Le taux de réponse majeur, c'est-à-dire moins de 10% de cellules tumorales viables, jusqu'à 24%. Et on a l'essai néoadjuvant de phase 3 qui s'appelle NeoAdora. Et NeoAdora a comparé chimio seul versus osimertinib monothérapie, osimertinib monothérapie, chimio-osimertinib ou chimio seul. Et chimio seul, 2% de réponse pathologique majeure, c'était le critère principal de jugement. On monte à 25-26% avec OSI seul ou OSI chimio. Et on a plus de réponses pathologiques complètes avec OSI seul qu'OSI chimio. On ne comprend pas extrêmement bien. On augmente le ton de réponse, mais c'est vrai que c'est un petit peu décevant. Avec chimio-immuno, on a 20% de réponses pathologiques complètes. Là, avec un médicament aussi puissant sur EGFR, avoir jusqu'à 9% de réponses pathologiques complète et pas quelque chose d'extrêmement convaincant. On a des courbes de FS qui sont là aussi pas très convaincantes parce que pas assez d'événements pour l'instant. Je reste sur EGFR. En métastatique, on a plusieurs schémas, mais osimertinib reste un des grands standards en métastatique, donc un inhibiteur de 3e génération. Et à progression, on peut aujourd'hui donner chimio plus amivantamab, le bispécifique EGFR-MET. Et la question est, quid des ADC? Et au moment où on résiste à EGFR, le plus souvent on exprime R3, et donc le patritumab deruxtecan, qui est cet ADC avec un inhibiteur de topo 2 anti-R3, avait une voie royale en post-osimertinib, et on attendait les données d'Ertenalong 02, annoncées depuis longtemps par communiqué de presse comme une étude positive, avec un dépôt de dossier
pour une AMM aux États-Unis. Et l'étude est en fait extrêmement décevante. Le hazard ratio est à 0,77 contre une chimiothérapie bithérapie platine post-osimertinib. On a 80% à peu près des patients qui ont eu de l'OSI, les autres ont eu un inhibiteur de première génération suivi d'OSI. Hazard ratio 0,77 et des médianes de PFS qui vont de 5,4 à 5,8 mois, donc un essai pas convaincant, et surtout l'OS est complètement négative, annonce de la firme de retirer le dossier d'AMM, donc signe très fort que ce médicament n'a pas de place en post-osimertinib. Alors en troisième ligne EGFR, quand on en a fait notre bithérapie platine, on a un nouvel ADC qui arrive, qui est un TROP2, qui est un peu le même, toujours TROP2 avec un inhibiteur de topo 1, c'est le sacituzumab tirumotecan, et celui-là c'est comparé à docetaxel, donc bras contrôle assez facile, mais un essai extrêmement positif avec un hazard ratio à 0,23 et un bénéfice en survie globale, alors que le crossover était autorisé et qu'un tiers des patients ont eu un crossover. On passe de 3 mois à peu près de PFS à 8 mois de PFS. C'est significatif, impressionnant. Est-ce que contre une bithérapie platine, ce serait passé? Je ne suis pas certain, mais ça veut dire que les inhibiteurs, les ADC TROP2 ont probablement une place en troisième ligne, et il y a une demande d'enregistrement aux US pour le datopotamab deruxtecan. Je finis avec deux études que je qualifierais de délicieuses, pas du tout intéressantes pour un développeur de médicaments, mais fascinantes. À quel moment il faut mettre l'immunothérapie? Est-ce que c'est le matin ou l'après-midi? On a 16 études rétrospectives. Les 16 1600 patients vont dans le même sens. C'est-à-dire que pas une étude rétrospective nous dit qu'il faut la faire l'après-midi. Toutes ont un signal positif pour le matin, mais comme on n'a pas de rationnel biologique, personne n'y croit. Il se dit et les Gémeaux vont mieux répondre que les Scorpions, c'est probablement par hasard. Enfin, quand toutes les études vont dans le même sens, la méta-analyse était très claire avec un bénéfice en survie globale à 0,5. Et on a une étude chinoise randomisée passée un peu sous le radar, puisque présentée en mini-oral, alors que c'est probablement l'étude qui change le plus les pratiques. Patient atteint de cancer bronchique, chimio-immuno, je finis le tout avant 15 heures ou je commence après 15 heures. Et le critère principal de jugement est la PFS. Et la PFS est extrêmement impressionnante. On double la PFS. N'importe quel développeur de médicaments rêverait d'avoir des courbes comme ça. C'est juste de faire l'immuno le matin. Bon, moi, ça me convainc. Je trouve qu'on a trop de données. Donc, au moins le premier cycle, parce que la demi-vie est longue, avant midi, c'est organisable. Quand on fait une chimio-immuno, on commence par l'immuno. Donc, en termes d'organisation des soins, c'est vraiment quelque chose de faisable. Et puis, la toute dernière, c'est une étude indienne. Les Indiens, 3% ont de quoi se payer l'immunothérapie et les 97% d'Indiens qui n'ont pas de quoi, n'en reçoivent pas. Et donc, le Tata Memorial est très pragmatique et dit, écoutez, moi, avec une poche de nivolumab, 240 mg, je traite 12 patients. Je donne 20 mg à tout le monde. Et sur la survie globale, ça fait mieux qu'une chimiothérapie en deuxième ligne sur une étude de 500 patients multi-organes avec la moitié d'ORL et 30% de poumons. C'est, en termes d'accès aux médicaments, une étude qu'il faut évidemment saluer. Bravo, merci beaucoup. Donc pour les cancers bronchiques métastatiques non à petites cellules, donc sans mutation ciblable, pas de gros scoop practice changing. J'ai sélectionné l'étude donc de phase 1B Tropion Lung 02 avec le datopotamab deruxtecan disposé en première ligne en association. Je rappelle que Tropion Lung 01, donc c'était de la deuxième ligne, donc comparé au docetaxel et qui était négatif. Donc en fait on était très excités par les phases 1-2 et finalement phase 3 patatras. Pas de place, en tout cas dans une population non sélectionnée. Donc là, le datopotamab remonte un peu les lignes, étudié en association soit en doublet avec le pembrolizumab, soit en triplet avec pembro plus chimiothérapie, carbo ou cisplatine, plus pémétrexète dans les ADK ou taxol dans les épidermoïdes. Donc j'ai remis les caractéristiques baseline parce que donc en fait, ne vous étonnez pas, elles ne sont pas du tout effectivement identiques. L'étude n'était pas randomisée, mais effectivement, ça pourra potentiellement expliquer un
un peu les résultats que je vous présenterai derrière. Dans le bras doublet, il y avait majoritairement une population asiatique. En termes de squamous, c'était 25% dans les deux bras. En termes de dose de datopotamab deruxtecan, il y avait deux doses qui avaient été étudiées, 4 mg par kilo ou 6 mg par kilo, très majoritairement du 6 mg par kilo dans le bras doublet versus 40-60% entre les deux dans le bras triplet. Pour ce qui est du caractère PDL1, donc tout le monde pouvait être inclus. Il y avait seulement 11% de PDL1, plus de 50% dans le bras doublet, un petit peu plus dans le bras triplet. On sait que normalement, en vie réelle, les PDL1, plus de 50%, c'est plutôt 30%. Donc, en termes de résultats, taux de réponse identique dans les deux bras, environ 55%, pas inintéressant. Médiane de PFS dans le doublet, plus de 11 mois. Je rappelle que dans les études pivotales qui avaient étudié en première ligne chimio plus immunothérapie, on était plutôt aux alentours de 8 mois. Alors, bien sûr, on ne peut pas comparer, mais en tout cas, ça paraît intéressant. Par contre, effectivement, le bras triplet, plutôt décevant, avec une médiane de PFS de 6,8 mois. Alors effectivement, est-ce que le pourcentage de population asiatique, est-ce que le dose de datopotamab deruxtecan participe? Très probablement. Donc, intéressant. Probablement, il faut mieux sélectionner nos patients. Et donc, il y avait un nouveau biomarqueur qui avait été déjà présenté auparavant, qui avait été testé dans la population du tropion lung 01, où au lieu de regarder l'expression de TROP2 en immunohistochimie, en fait, on faisait un ratio entre donc TROP2 retrouvé à la membrane et dans le cytoplasme. Et effectivement, en fonction du NMR positif ou non, on voit que les courbes se séparent avec 8 mois dans le bras NMR négatif et 12 mois dans le bras NMR positif. Donc, effectivement, ce nouveau biomarqueur est intégré dans les prochaines études avec le datopotamab deruxtecan. En termes de safety, globalement, ce qui était attendu avec cet ADC, principalement des stomatites qui restent quand même embêtantes, 30% de discontinuation du datopotamab deruxtecan. Principalement, les phases 3, c'était les stomatites, les pneumopathies iatrogènes et également des effets oculaires. Je change de population, donc la population des patients mutés CARAS. Je rappelle que les patients CARAS, c'est principalement des patients fumeurs, ça représente environ 25% des adénocarcinomes. Les plus fréquentes de ces mutations sont les mutations CARAS G12C. On a longtemps été embêté parce que contrairement aux patients EGFR, AL, CROS1, BRAF, on était aux inhibiteurs première génération, deuxième génération, etc. On était très frustrés pour la population CARAS où il n'y avait pas de thérapie ciblée. Un peu à la traîne par rapport aux autres mutations, mais sont quand même arrivées des thérapies ciblées orales avec le sotorasib et la dagrasib. Phase 1-2, très intéressante. Et puis finalement, phase 3, en tout cas au moins avec le sotorasib, contre le docétaxel, encore celui-là, négative. On avait l'accès précoce pour le sotorasib qui a été retiré. On attend les résultats en survie globale de l'essai Cristal 17 avec la dagrasib, mais voilà, on est un petit peu échaudé et actuellement on n'a plus non plus l'accès précoce de la dagrasib. Donc, de même que pour le datopotamab deruxtecan, ces thérapies ciblées remontent les lignes. Et donc là, il y avait l'étude Crystal 7 phase 2 qui associait la dagrasib plus le pembrolizumab, all comers, non sélectionné, quel que soit le statut PDL1. Et donc, on voit effectivement des taux de réponse de 44%. Plus on augmente le statut PDL1, vous serez étonné de voir qu'effectivement le taux augmente, probablement plus drivé par le pembrolizumab que la dagrasib. 22% d'arrêt de traitement pour des effets secondaires, principalement par cytolyse hépatique. PFS 11 mois, OS 18 mois, mais si vous regardez la population des PDL1, plus de 50%, on se retrouve avec une médiane de PFS de 27 mois. Donc, très intéressant. Donc, là, il y a des études de phase 3 qui étudient adagrasib plus pimbro chez les PDL1 plus de 50% et adagrasib pimbro plus chimio pour les PDL1 de moins de 50%. Donc, affaire à suivre. Un autre inhibiteur de CARAS qui est arrivé un petit peu après, mais avec des résultats très intéressants, l'olomorasib, avec, vous voyez, un waterfall plot très intéressant. On voit que le taux de réponse chez les all-comers est de plus de 70%. Si on prend les patients PDL1, plus de 50%, c'est 90%. Des longues réponses. Comme attendu, des cytolyses hépatiques, mais comme vous voyez, en fait, finalement, très peu d'arrêt de traitement et des patients qui continuent de bien répondre derrière.
Et enfin, donc 2 études de phase 3 pour les cancers bronchiques à petites cellules qui sont practice changing. Donc on est content parce que longtemps, les cancers bronchiques à petites cellules ont été pas assez à la traîne en termes d'innovation thérapeutique par rapport aux non à petites cellules. Depuis quelques années, grâce à l'adjonction de l'immunothérapie, on a une amélioration de la survie globale. Alors effectivement, c'est seulement, si on prend la médiane, seulement 2 mois de survie, 10 mois de survie globale versus 12 mois avec l'adjonction de l'immunothérapie, mais on voit qu'on a triplé le nombre de longs répondeurs. Bon, donc, grâce à ça, on a accès maintenant soit au durvalumab, soit à la atezolizumab, mais effectivement, on cherche à faire mieux pour tous les patients qui ne vont pas faire partie de ces longs répondeurs. Et donc, il y avait les résultats de l'essai de phase 3 IMforte, l'urbinectédine plus atezolizumab en maintenance. Donc, les patients recevaient carboplatine et toposide plus atezolizumab en induction. Et en cas de bonne réponse, donc attention, population un peu sélectionnée, donc réponse complète, réponse partielle, stabilité, ils étaient randomisés, soit standard of care, on continue l'atezolizumab jusqu'à progression ou toxicité invalidante, ou atezolizumab plus l'urbinectédine. Alors attention, le calcul de la survie globale se faisait au moment où les patients étaient randomisés. Donc si on veut calculer et comparer de manière indirecte par rapport à Caspian et IMpower 133, on rajoute environ 3 mois et demi de traitement d'induction. Donc résultat positif en PFS avec un hazard ratio à 0,54, en OS également avec un hazard ratio à 0,73. Donc on se retrouve avec le bras maintenance l'urbi plus atezolizumab à 13 mois, auquel on rajoute les 3 mois, donc 16 mois par rapport aux 12 mois qu'on a actuellement avec chimio et immunothérapie toute seule. Donc deuxième phase 3 présentée, l'essai Delphi 304. Cette fois-ci, on est en 2e ligne et on compare le tarlatamab au standard of care qui était majoritairement le topotécan. Étude très positive, un hazard ratio à 0,60 en donc 2e ligne, sachant qu'il y avait environ 40% des patients qui étaient résistants aux sels de platine. Donc c'est ceux qui vraiment ont des pronostics vraiment très sombres. Et donc on passe de 8 mois avec la chimiothérapie à 13 mois avec le tarlatamab. Et si vous vous rappelez, en première ligne, actuellement, sur les essais IMpower 133 et Caspian, on est à 12 mois, première ligne, et donc là, on est à 13 mois avec le tarlatamab en 2e ligne. Alors bon, effectivement, population sélectionnée, mais en tout cas, des résultats très intéressants. Tout le monde craignait un petit peu effectivement les effets secondaires. Ça reste un T-cell engager avec risque de CRS, d'ICANS, etc. Finalement, plutôt mieux que certains bispécifiques. Seulement 13% de grade 2. 1% de grade 3 et donc ils ont fait l'effort d'ailleurs parce que ce qui avait été beaucoup reproché à la molécule, c'est vu qu'on fait les CRS et les ICANS dans les premières injections, qu'elles soient toutes faites en hospitalisation, ce qui était très chronophage à la fois en termes de pour les infirmières parce qu'il y avait beaucoup de monitoring et effectivement de temps d'occupation de lit. Et donc ils ont développé une autre technique où les patients sont monitorés les 6 à 8 premières heures et si pas de problème rentrent à la maison et reviennent en hôpital de jour le lendemain. Et finalement, ils ont prouvé que le management des CRS était tout à fait correct. Donc voilà, donc en gros, practice changing principalement sur les petites cellules, donc c'est bien pour nos patients. Donc l'urbinectédine en maintenance, après il y a le tarlatamab qui est en cours de développement également en maintenance, donc à voir effectivement si il va pas peut-être essayer de déloger la lurbinectédine, mais la lurbinectédine est étudiée actuellement aussi en phase 2 en association avec l'irinotecan dans le protocole Lagoon. Donc à voir après comment les deux vont se repositionner, mais en tout cas c'est bien, on a de plus en plus d'armes thérapeutiques. Merci beaucoup. Moi, j'ai une question pour toi pour la lurbi en maintenance, comparée à pas de chimio en maintenance. Est-ce que ça n'aurait pas été un meilleur bras comparateur de continuer la chimio dans le bras contrôle? Parce qu'en gros, on fait pas de traitement versus traitement. En standard, on fait 4 cycles et on fait que le bras maintenance. Donc mais c'est vrai que normalement, avant la venue de l'immunothérapie, on faisait 6 cycles. C'est vrai que les designs de tous les essais étaient 4 cycles. Donc, on diminuait le nombre de cycles de chimiothérapie avant de faire la maintenance. Dans des études, mais rétrospectives, c'était montré qu'effectivement, faire 6 cycles en association avec l'immunothérapie faisait probablement mieux que 4. Mais bon, c'était dans des populations sélectionnées vu que c'était rétrospectif. En tout cas, là, le standard of care, c'est du 4 cycles. Donc,
Mais effectivement, ça montre bien que c'est une tumeur qui est chimiosensible et que plus on fait de la chimio, mieux c'est. Et moi, j'ai une question sur les ADC dans le poumon. Donc, vous en avez plein qui marchent plutôt bien. Ou pas plein. Mais il y en a quelques-uns qui marchent pas trop bien. Donc, Population sélectionnée. ouais. Et est-ce que vous commencez à essayer de les séquencer? Est-ce qu'il y a des essais qui permettent un traitement antérieur avec un ADC avec un payload similaire? Alors, en fait, ça marche pas très bien quand même dans le poumon. C'est-à-dire, en tout cas, ça marche pas tellement mieux que la chimio. C'est plutôt ça. Donc, globalement, il y a 3 ans, tout le monde te disait, en deuxième ligne, le standard post-chimio-immuno, ce sera un ADC. C'est pas du tout un ADC, c'est toujours le docetaxel. Donc, ils peinent à trouver leur voie. Ce qui est assez étonnant, c'est que quand la cible compte biologiquement, ça marche. C'est-à-dire, quand tu as une mutation R2, l'ADC anti-R2 fonctionne et on ne sait absolument pas pourquoi. Et dans cette situation, oui, la séquence aurait un sens. Et pour les amplifiés MET, ça a l'air aussi très bien marcher. Et c'est une cible qui a un sens biologique. Quand c'est TROP2, c'est ECAM5, ça ne fonctionne pas. C'est juste des docking sites, en fait. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Bon, bah écoutez, un bon ASCO, surtout pour les petites cellules, donc bravo. Hein. Merci beaucoup.